bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on a encore beaucoup de monde qui va arriver par la suite. Bienvenue dans cette session des carrefours de l'IA qui va s'adresser dans ce cas-ci aux commerçants avec comme partenaires Comeos et Digital Commerce qui nous font l'honneur de collaborer avec nous pour plusieurs actions en faveur justement du développement de l'IA pour ce secteur. Et bien évidemment, les carrefours de l'IA c'est un webinaire qui est organisé en partenariat avec Trail, le consortium des universités et des centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec l'AWEX et ses Hub Digital Wallonia, et avec AI for Belgium, avec le soutien du service public de Wallonie. Alors, aujourd'hui, on a un programme qui est très intéressant avec tout autant, puisque je vous le rappelle, les carrefours de l'IA, et je saute du coq à l'âne, les carrefours de l'IA ont pour but d'une part de vous inspirer sur les cas d'usage de l'IA en entreprise, mais aussi de découvrir des résultats de recherche qui sont menés sur notre territoire, avec aujourd'hui la présence par exemple de Virginie qui nous parlera de ses recherches. Alors, Hélène, oui, je vais peut-être vous donner aussi quelques consignes avant de démarrer. Donc, je vous invite tous à bien éteindre vos micros, vos caméras pour ceux qui ne parlent pas encore, ou du moins et même pour les intervenants qui clôturent leur présentation. Et on posera les questions. Je vous invite à poser les questions dans le chat. Elles seront répondues par les orateurs en cours de route, directement dans le chat. Et si nous avons assez de temps, on les abordera à la fin. On en sélectionnera peut-être une ou deux en fin de webinaire. Donc, c'est à peu près tout et je cède directement la parole, une courte parole à ma collègue Hélène Raymond qui est en charge, du programme Digital Commerce et qui, vous l'entendrez, a une légère extinction de voix. Donc Hélène, je t'en prie, je te laisse la parole pour, donner quelques mots avant que je reprenne la main sur la présentation et l'introduction. Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce carrefour de l'IA. Je suis très très contente qu'on ait pu en faire un consacré au commerce parce que l'intelligence artificielle dans le commerce a de multiples applications. Et donc, j'ai préparé une petite présentation de ces cas d'usage, ainsi qu'une courte introduction du programme Digital Commerce qui a pour vocation d'aider les commerçants à monter à bord du train du digital et entre autres de leur faire entrevoir toutes les possibilités que recèle l'IA pour faire croître leur commerce. Mais comme vous l'entendez, ma voix est très désagréable pour l'auditoire, alors je vais vous laisser avec celle d'Antoine qui est bien plus agréable. Et si vous avez une question ou si je dois ajouter quelque chose, j'interviendrai à ce moment-là. Je vous souhaite un bon carrefour de l'IA. Merci beaucoup Hélène. Alors rentrons directement dans le cœur du sujet. Je me permets d'introduire à la place d'Hélène et d'expliquer les slides qu'elle a gentiment préparés à l'occasion de ce webinaire. Alors, premièrement, on va vous partager, et je parle au nom d'Hélène et moi, quelques chiffres qui ressortent de baromètres, qui ressortent d'études qui sont menées par l'Agence du numérique ou par Comeos. Et premièrement, c'est 73% des Belges qui ont effectué des achats en ligne en 2020. On a également un autre chiffre intéressant, c'est que 69% des Wallons âgés entre 16 et 74 ans ont acheté en ligne en 2020. 43% des Wallons ont acheté via leur smartphone, avec une forte augmentation, on le voit ici, et de la source du baromètre citoyen de l'Agence du numérique. Et si aujourd'hui on doit retenir trois leviers importants de l'e-commerce ou du commerce de manière générale, c'est notamment le prix, la facilité et le choix. Et on le verra par la suite, ces trois critères sont vraiment des leviers qui peuvent justement être épaulés par des technologies comme l'intelligence artificielle. Alors, dernier chiffre intéressant, en Wallonie, on compte aujourd'hui environ 55 000 points de vente physiques de biens et services. Et si je vous passe en revue tous ces chiffres, c'est notamment pour vous faire passer une conclusion bien particulière, c'est que le commerce aujourd'hui, il ne peut plus se passer de technologie. Le commerçant il s'est habitué aux achats digitaux et les consommateurs sont habitués à une fluidité, une facilité d'expérience d'achat qu'ils souhaiteraient retrouver que ce soit sur l'online ou sur les 55 000 points de vente en Wallonie. Alors, je vais maintenant faire un focus sur l'e-commerce avec quelques chiffres à nouveau qui démontrent que l'e-commerce est trop peu développé en Wallonie. On retrouve par exemple 12% et demi d'e-commerçants en Wallonie dans le secteur de l'e-commerce. 50% du chiffre d'affaires de l'e-commerce est réalisé dans des boutiques
dans des e-boutiques, si on peut dire ça comme ça, étrangères. Nous avons également 59% des commerçants pardon, wallons qui sont dotés d'un site web. Et l'IA, si on fait aujourd'hui un focus sur l'IA qui est le thème de ces carrefours, avec le commerce évidemment, est en pleine évolution puisque depuis 2020, nous passons de 4 à 7% d'exploitation de cette technologie chez nos entreprises wallonnes de plus de 10 travailleurs. Donc on voit une évolution constante de l'IA, mais malgré tout, l'e-commerce est encore trop peu développé en Wallonie. Et on va voir maintenant sur cette dernière phrase qui concernait l'IA, quels sont les cas qu'on retrouve généralement, en Wallonie, ou même ailleurs, des cas d'application de l'IA dans le secteur du commerce? Alors le premier, c'est p par exemple l'amélioration de l'interaction avec le client. Que ce soit sur un site web où on retrouve des chatbots et vous avez certainement déjà, communiqué tous avec un chatbot ou en magasin avec, un exemple qu'on retrouvera dans le slide précédent et qui vous sera, accessible suite à la présentation, suite à ce webinaire avec, une quincaillerie américaine qui propose un bot physique qui redirige les clients vers des produits. Donc là, aujourd'hui, on est sur le premier, un premier élément clé sur lequel l'IA intervient, c'est l'amélioration de la relation client. Un deuxième point clé, c'est peut-être la prévision de la demande et la gestion des stocks. Alors, l'IA permet par exemple de conseiller le réapprovisionnement de stocks suivant les saisonnalités, l'historique de vente ou encore les préférences des clients et peut aller jusqu'à la substitution de produits. Donc, si on ne trouve pas un produit, quelle autre marque pourrait justement substituer le produit en question, le produit qui était cherché initialement par le consommateur. L'IA permet aussi de remplacer la vente, on parle de vente incitative, avec par exemple, ou même conseiller pardon, sur des produits accessoires. Donc on a vraiment des recommandations qui sont offertes aux clients, la gestion des stocks, la gestion des produits, savoir exactement quand, commander un produit selon différents paramètres. C'est notamment une utilisation de l'IA qui est très courante chez nos commerçants. Et enfin, un troisième cas d'usage, c'est l'optimisation de l'expérience d'achat. On parle aujourd'hui, donc le client veut une fluidité, une expérience d'achat, plus importante et aujourd'hui, c'est possible grâce à l'IA via des voix par exemple ou alors tout simplement via un cas d'usage qu'on verra tout à l'heure avec Fernand Georges et B12. Ça suivra justement cette introduction. Ou encore, je pense à ScaleUp, que j'aurais bien voulu, aussi, laisser la place lors de ce webinaire et qui propose un configurateur pour visualiser, pour tenir compte de nombreuses contraintes pour le stockage de produits donc et tout ça au travers d'une plateforme. Donc c'est vraiment une expérience, une optimisation de l'expérience d'achat qui est possible, et qui est aussi en lien avec le point précédent qui est la gestion automatisée des stocks. Ou encore, côté expérience d'achat, très connu, les fameux commerces Amazon Go où on n'y a plus de caisse et où, via de la vision par ordinateur, les clients, partent avec leurs produits et sont débités automatiquement, de leur carte. Enfin, du moins, la somme est débitée automatiquement de leur carte. Alors, l'objectif de tous ces cas d'usage, il est assez simple, c'est que le client entre en contact avec les bons produits, au bon endroit et au bon moment. Mais c'est aussi faire en sorte que les clients ne repartent jamais bredouilles et soient toujours satisfaits. Donc, c'est vraiment des cas d'usage qu'on retrouve régulièrement et qu'il est possible de développer, que ce soit pour une petite entreprise ou une grande. Alors, ça, c'est le slide plus détaillé. Je vous le laisse bien entendu, pour lecture avec d'autres cas d'usage. On voyait ici Color, IQ, le Lowbot, de la quincaillerie américaine ou encore, d'autres cas. Donc je vous laisserai, que ce soit pour la rediffusion ou pour, suite au webinaire quand je vous enverrai les slides, une lecture plus attentive. Alors, l'IA est donc indispensable, c'est peut-être la conclusion qu'on peut voir aujourd'hui. L'IA, elle est indispensable, c'est une technologie qui aide les commerçants qui aide les commerçants, pardon, principalement sur des tâches qui sont répétitives et à tout niveau de la chaîne de valeur, que ce soit en physique ou en online, de la gestion de stock à l'interaction avec le client. Et l'IA amène donc des solutions pour rendre en fait plus efficace, plus efficiente ou plus fluide l'expérience client. Et on peut le voir au travers de ce slide avec justement, une multitude de cas, qui permet justement de cas d'usage de l'IA dans le secteur justement sur toute cette chaîne de valeur, dans le secteur de l'e-commerce pardon, du commerce.
Et le défi aujourd'hui, c'est de choisir des bonnes données pour éduquer les algorithmes. C'est tout là l'enjeu, pour cela, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre contact avec des experts, les experts du pool Experia, donc des experts qui sont, par exemple, labellisés par Digital Wallonia for AI et qui vous aideront justement à identifier les opportunités via un Start IA sur l'ensemble de votre chaîne de valeur. Et en plus de ça, je vous partagerai 2 cas d'usage, donc un cas d'usage de l'IA dans l'e-commerce et un cas d'usage de l'IA dans la logistique que vous pourrez lire attentivement suite au webinaire via un post mailing que vous recevrez. Alors, digital commerce maintenant, aujourd'hui au sein du programme Digital Wallonia, on a un programme en IA, on a aussi un programme dédié au commerce qui s'appelle Digital Commerce et qui propose de nombreuses initiatives, qui travaille avec de nombreux partenaires, que ce soit la SNI, Visite Wallonia, l'IFA-PME, Horeca, et on va le voir qui développe de nombreuses actions. Hélène pourra d'ailleurs, n'hésite pas, ma collègue, donc Hélène n'hésite pas à rajouter des informations si je suis incomplet, mais on parle d'actions dédiées à la sensibilisation, à la formation, avec des thématiques qui vont toucher avec des thématiques liées à la différentes technologies, que ce soit l'IA, la cybersécurité, fiscalité de la vente en ligne, en partenariat avec SNI. Des ateliers aussi de formation avec Horeca Wallonie et Visite Wallonia. Des éditions de livres blancs qui sont relatifs aux bonnes pratiques digitales sous l'angle sectoriel, journées de conférences et de speed coaching, des modules de mise en œuvre et de matières vues en webinaire pour les commerçants, des études de l'e-commerce réalisées par l'ADN ou encore des événements qui mettent en avant les e-commerçants wallons innovants. Hélène, tu souhaites en dire davantage? Mais disons qu'on est surpris depuis le début, fin septembre, on est déjà à 1000 participants sur ces différentes actions, ce qui veut dire que les commerçants commencent à être vraiment conscients du fait que les technologies vont les aider à se développer et ne vont pas non plus leur nuire. Parce qu'il y a encore 5 ans, beaucoup de commerçants étaient relativement convaincus que l'e-commerce ou les technologies qui font support à cet e-commerce étaient plutôt des ennemis que des alliés dans le développement de leurs affaires. Et donc ça, je trouve que c'est une évolution très positive. Et si tu veux, on va passer au slide suivant parce que les thématiques se diversifient énormément. Et il faut savoir que Digital Commerce s'adresse aux acteurs de l'ORECA, aux acteurs du tourisme, au commerce de centre-ville, mais aussi aux professions libérales qui sont, d'après le plan du ministre de l'Économie, les moteurs de la revitalisation des centralités. Ce sont ces professions, ce sont ces corps de métier qui maintiennent vraiment une vie au centre des villes et des villages. Et donc, voilà, vous avez les nouvelles thématiques de cette année, c'est la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Merci Antoine. Merci à toi, Hélène. Alors, je vais passer directement la main à nos orateurs qui sont Éric Georges et Caroline Van de Plas de chez Fernand Georges et B12 Consulting et qui vont nous parler du projet Unlock AI. Donc c'est bon, voilà, je vous laisse simplement le texte et je départage mon écran pour leur céder la parole. Alors, Éric est le fondateur de l'entreprise Fernand Georges qui est une quincaillerie et qui a été lancée il y a plus de 30 ans. Alors Fernand Georges, c'est une société d'importation et de distribution d'outillage et de quincaillerie qui est spécialisée dans le service aux menuisiers et aux professionnels du bâtiment. Elle occupe aujourd'hui plus de 120 personnes. Et alors pour Caroline, Caroline a débuté sa carrière comme chercheuse à la KUL dans la physique quantique et elle a ensuite poursuivi des recherches pour différentes organisations sur des sujets tels que l'échantillonnage ou la récolte de données. Aujourd'hui, elle est managing partner de chez B12 Consulting et je vous cède directement la parole. Je vais laisser Eric commencer. Bon, je commencerai par juste une petite correction parce que je ne suis pas le fondateur, j'en suis l'héritier, 4e génération de quincaillier. Donc, si nous employons 130 personnes, ça ne s'est pas fait en 30 ans, mais bien plus que cela. Mais c'est un petit détail.
Voilà, je crois que tu peux passer directement à la slide suivante, qui est la raison pour laquelle Fernand Georges s'est lancé dans cette aventure de l'intelligence artificielle. Alors, nous nous sommes simplement promis d'être attentifs à l'ensemble des solutions émergentes qui se présentaient à nous et à essayer de les concevoir ou de les envisager comme des opportunités plutôt que des menaces. Et donc, le hasard a fait que j'ai croisé la route de B12 et que nous avons réfléchi à un projet qui pouvait permettre à Fernand Georges quelque part de faire ses premiers pas, de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle et par un premier projet, peut-être entrevoir aussi d'autres perspectives. Alors le projet sur lequel nous nous sommes lancés, c'est un projet qui devrait permettre un jour à nos clients, lorsqu'ils ont une serrure défectueuse, de la trouver plus facilement dans notre large gamme. Donc de pouvoir finalement remplacer leur serrure aisément. Et donc, le projet porte sur avoir dans les mains la serrure défectueuse, pouvoir en faire quelques photos, et puis découvrir dans notre gamme l'idéal serrure de remplacement. On s'est rendu compte en mettant en œuvre le projet que il pourrait peut-être aussi nous permettre d'étoffer notre information sur la demande, puisque si nous récoltons les photos des serrures de nos clients, par la même occasion, nous obtenons aussi plus d'informations détaillées sur leurs besoins. Et donc, c'était aussi une opportunité pour apprendre à ajuster notre gamme plus rapidement à la demande. Je te laisse la parole, Caroline. Alors, comment on a attaqué ce projet? D'abord, je vais peut-être mentionner que c'était dans le cadre d'un tremplin IA subsidié par la région Wallonne et Digital Wallonia. Donc, la première question, c'est bien sûr de comment on va obtenir des données. Et les employés de Fernand Georges nous ont beaucoup aidés parce qu'ils ont pris des photos. Donc, par serrure, ils ont pris 3 photos, le côté gauche, le côté droit et la tétière, qui est la partie qu'on voit dans une porte, donc la tranche visible de la serrure. Donc, toutes les serrures sur lesquelles nous avons entraîné nos algorithmes étaient des serrures de la gamme disponible chez Fernand Georges. Et chaque ensemble de photos était bien sûr lié à ces données catalogues. Donc, on avait tous les attributs possibles d'une serrure qui sont relevants pour en choisir une. Donc, on a eu comme ça 266 serrures, donc 266 fois 3 photos, dont 235 ont été utilisées pour l'entraînement de l'algorithme et on en a gardé 31 pour estimer si notre algorithme fonctionnait convenablement ou pas. Bien sûr, toutes ces serrures étaient des serrures neuves, ce qui n'est pas tout à fait réaliste, puisque les serrures qui sont amenées à être prises en photo seront des serrures usagées et potentiellement abîmées. Donc ça, on a déjà fait un premier test sur des serrures abîmées, et bien sûr, on perd un peu en performance, mais pas trop. Donc dans le futur, il faudrait aussi récolter des serrures abîmées, les classifier et utiliser ça pour réentraîner nos algorithmes. Alors, comment on s'y est pris? Alors, une serrure a plusieurs, et c'était des discussions très intéressantes avec Eric et son collègue Eric qui nous ont expliqué en fait quelles étaient les caractéristiques importantes d'une serrure. Et une première caractéristique importante, ce sont des mesures entre, comme vous voyez sur l'image, il y a la lumière du cintre et à l'entrée l'anthrax. Donc, les 2 mesures jaunes sont importantes. Donc, nous avons d'abord utilisé un réseau préentraîné qui a un masque RCNN pour détecter ces 3, donc la partie rouge, la partie bleue et la tétière qui est la partie verte. Donc, pour détecter sur la photo ces 3 parties-là. Et alors, ce qu'on demande, c'est à l'utilisateur de prendre la photo sur une feuille A4 pour avoir une mesure de référence. Et donc, une fois qu'on a trouvé ces 3 points et qu'on a les bords de l'A4, ça nous permet d'estimer une mesure de la ligne jaune et des 2 lignes jaunes pour pouvoir en extraire l'information qui sont ces distances qui sont importantes pour déterminer la serrure de remplacement.
Donc ça, c'était une des mesures importantes. Il y avait une autre série, et je ne les ai pas tous marqués, et comme on n'a qu'un quart d'heure, je n'ai pas fait un détail de tous, mais il y a par exemple le type de clé, donc la forme dans laquelle on rentre la clé qui est importante, la forme de la tétière, si elle est ronde ou carrée, et plusieurs. Et toutes ces classifications, on a utilisé le même système, c'est-à-dire qu'on utilise un modèle préentraîné, un VGG16. On réentraîne les couches sur les données qu'on a juste pour la classification. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on a un modèle par caractéristique. Et par contre, on voit que ça fonctionne bien, notamment sur le type de serrure, où on voit donc la partie jaune, rouge, c'est la partie que le modèle utilise pour faire sa classification, et on voit qu'il classifie bien autour de l'entrée de la serrure et qu'il décide bien qu'il utilise les bonnes informations pour classifier les serrures dans ce cas-ci. Les résultats étaient très positifs, en tout cas sur le jeu de données de serrures nouvelles, je vais dire. Donc sur les attributs des modèles, donc on a toute une série d'attributs de modèles, on regarde dans le catalogue ceux qui correspondent le plus. Et alors le jeu de test contient donc nous considérons qu'une réussite. Pardon, je me reprends. Donc, il peut arriver qu'il y ait plus qu'une recommandation. Alors, c'est possible qu'il y ait plusieurs serrures qui correspondent à la serrure de remplacement. Parfois, il y a des petites erreurs, mais dans 80% des cas, en tout cas, dans les recommandations, une des recommandations est celle qui est correcte. Donc, 20 sur 25 serrures étaient correctes. Mais on propose encore trop de serrures, donc il faudrait qu'on trouve un moyen de diminuer le nombre de serrures proposées. Mais il y a notamment des critères extérieurs qui sont la couleur, que l'utilisateur pourrait dire si c'est une utilisation interne ou externe de porte. Donc, il y a aussi des questions qu'on pourrait poser pour réduire ce nombre qui ne sont pas propres à l'IA. Et donc, voilà, c'est le POC que l'on a fait dans le tremplin IA. Maintenant, les étapes suivantes que l'on voudrait effectuer pour rendre ce POC utilisable et le mettre en production, c'est d'abord récolter des serrures usagées et les classifier pour pouvoir réentraîner les algorithmes sur ce type de serrures. On doit aussi optimiser l'architecture pour pouvoir avoir une réponse plus rapide des algorithmes pour que l'utilisateur ne doive pas attendre trop longtemps. Et bien sûr, il nous faudrait intégrer une application au site d'e-commerce de Fernand Georges qui pourrait permettre à l'utilisateur d'aller prendre ses photos de façon très guidante. On a déjà un POC de ça aussi, vous allez voir le petit film dans une minute. Mais donc l'intégration dans le site e-commerce de Fernand Georges n'a pas été faite non plus, encore. Alors j'espère que la vidéo va fonctionner. C'est une petite vidéo démo de ce que fait l'application pour le moment. Voilà, donc comment l'application est censée fonctionner. Et je pense... Maintenant, je vais laisser Eric conclure s'il veut bien. Je ne m'attendais pas à ce slide. Ah. Attends, voilà, c'est ici alors qu'on doit être. Non, c'est pas grave. La conclusion, c'est que effectivement, l'IA est accessible à une entreprise de distribution et une entreprise de notre taille, qu'elle nous ouvre véritablement des pistes de rendre de meilleurs services à nos clients et aussi d'ouvrir
notre champ d'action, puisque aujourd'hui, une serrure de qualité, nous pouvons la proposer à nos comptoirs, qui sont 4 sur la région wallonne. Mais au-delà de ce champ d'action, il n'est pas possible de conseiller correctement un client sur le remplacement de cette serrure. Alors que via l'IA, nous entrevoyons la possibilité de proposer nos services au-delà de nos frontières. Et si notre gamme ne permet pas de satisfaire les besoins techniques de nos voisins français, allemands ou hollandais, nous entrevoyons, grâce à l'IA, la possibilité de nous adapter rapidement à leurs besoins en recueillant les informations sur les serrures qui sont le plus souvent endommagées dans ces régions. Donc, en relativement peu de temps, nous faisons une première expérience concluante de la possibilité d'adapter l'IA à nos besoins et à satisfaire mieux nos clients. Merci Eric, merci Caroline. C'est un projet qu'on avait présenté lors de l'événement de Digital Wallonia Forêt pour les 2 ans de Digital Wallonia Forêt au Kédis et qui avait un grand succès. En tout cas, on espère que ce projet aura un impact assez fort par la suite. Et voilà, c'est une très belle réussite et je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour la présentation. Merci Antoine. Merci. Passe la main au second orateur qui est Ahmed Gwendouzi et qui travaille pour le groupe Micropole. Plus précisément, Ahmed a travaillé pendant plus de 8 ans comme responsable commercial et depuis ces 4 dernières années, il s'est spécialisé dans le RPA, donc l'automatisation de processus robotiques. Il est aujourd'hui RPA Practice Manager chez Wide Agency et qui fait partie du groupe Micropole. Ahmed, je t'en prie, je te laisse partager ton écran et je t'invite à prendre la parole. Alors, est-ce que tout le monde m'entend? C'est parfait, oui, merci. Parfait. Bonjour à tous. Bon, bah, écoutez, Antoine m'a bien présenté, hein. Je ne vais pas tergiverser sur la présentation qu'il m'a fait. Donc, on travaille chez Micropole Wide Agency sur les technologies de l'intelligence artificielle, plus précisément sur ce qu'on appelle la robotic process automation, qui est une des briques, bien évidemment, de l'intelligence artificielle. Notre travail chez nous, c'est de pouvoir automatiser de manière intelligente les processus pour les entreprises, commerçants ou autres entités. C'est ce travail qui est fait avec la société Micropole et Wide Agency, c'est de pouvoir en fait libérer les collaborateurs et de pouvoir avoir une visibilité sur les processus qui sont bien évidemment sans valeur ajoutée et qui n'ont pas forcément lieu d'être pour on va dire, le commun des mortels, puisque ces tâches-là sont rébarbatives, répétitives et qui doivent forcément, à un moment donné, dans notre société, être faites par ce qu'on appelle des assistants virtuels ou plutôt des digital workers avec des technologies comme la RPA ou l'intelligence artificielle qui en fait grandement partie. Excuse-moi, Ahmed, je ne vois plus ton écran. Je ne sais pas si Ah. c'est le cas pour l'ensemble des participants. Non, on voit digitaliser vos processus. Ah voilà, ça arrive. OK, cas d'usage, merci. C'est bon? Parfait. Alors, le premier cas d'usage, on a été approché par une entreprise qui avait des difficultés avec un logiciel, une application en interne qui gérait les factures fournisseurs. Alors, la problématique, c'était qu'il y avait énormément de factures à traiter. Donc, il y avait une grosse volumétrie. L'outil qui était utilisé était limité, hein. C'est-à-dire que cet outil-là arrivait à lire certaines factures, mais parfois, il y avait certaines anomalies, certaines difficultés qui, derrière, généraient des erreurs en cascade et qui, on va dire, tronquaient un petit peu les données en sortie.
Le temps qui était alloué aussi par rapport à ces tâches-là était également important parce qu'on avait entre 4 et 6 personnes qui faisaient ce travail-là de manière quotidienne, alors que ces gens-là sont des comptables et experts comptables. Leur travail, c'est aussi de faire du contrôle et de la vérification, pas aller récupérer des données pour aller, par exemple, faire des copier-coller sur d'autres plateformes logicielles. On a aussi remarqué que ce travail qui a été fait était assez épuisant, assez fatigant. Les gens le laissaient généralement pour le vendredi 16h30, s'ils n'oubliaient pas de le faire, bien sûr, et s'ils avaient le courage de le finaliser. Donc c'est pour ça qu'on a voulu répondre à cette entité en lui proposant d'automatiser ce processus-là. Alors, bien sûr, vous allez me dire pourquoi l'automatiser. L'idée, c'était déjà de supprimer tous ces irritants-là qui concernent la problématique, mais c'était aussi de libérer du temps pour les collaborateurs, parce que vous le savez, dans les entreprises, tout le monde est très occupé, tout le monde on va dire, est très souvent sous l'eau. Donc, l'idée, ça a été de libérer déjà ces collaborateurs qui puissent se concentrer sur des tâches vraiment à plus forte valeur ajoutée. Et c'était de vérifier les informations qui étaient saisies dans ce logiciel-là. Hein. Quand elles sont vérifiées, forcément, on va éviter toutes les erreurs humaines. Hein. Ça arrive à tout le monde de se tromper d'un zéro, d'une virgule, d'une lettre, d'un numéro de facture. Voilà, c'est aussi ça l'avantage de pouvoir travailler sur ces processus-là, c'est que on va vraiment aller supprimer ces erreurs-là qu'on peut faire de manière très inattentive. Et qui peuvent forcément derrière créer des erreurs au niveau de la comptabilité. On a aussi voulu valoriser le travail des collaborateurs. On a voulu forcément leur donner du temps pour aller faire des choses plus intéressantes et qui vraiment restent dans leur cœur de métier. Après avoir automatisé tout ça, on a eu forcément des impacts. Les deux plus grands, je n'ai pas voulu tout détailler, mais la partie des paiements et des facturations sont conformes. Ça veut dire qu'en gros, on a une conformité dans les factures entrantes et le paiement de ces factures-là. Et l'avantage aussi, c'est que l'entreprise est à jour au niveau de ses comptes. Ça, c'est très important pour avoir une projection financière et savoir exactement où est-ce qu'on en est au niveau de notre trésorerie. Toujours sur ce cas d'usage-là, pour vous parler un petit peu des données et du modèle utilisé. Alors, les données sont sur ce fameux logiciel qu'on appelle Basware, mais bien sûr, hein, on peut automatiser tout type de logiciel ou d'applicatif. Et les informations ont été récupérées grâce à de l'OCR. Alors, l'OCR est une technologie qui permet d'aller récupérer des caractères sur une image ou sur un fichier PDF. D'accord ? Vous avez une facture, vous avez un numéro de facture en haut, vous avez un total en bas de tableau, vous avez l'identité du fournisseur, son adresse, son numéro de siret. Toutes ces informations-là sont récupérées avec ce qu'on appelle de l'OCR et ces informations-là sont ensuite rapprochées avec les informations déjà existantes. D'accord ? Donc, il y a un travail de conformité d'information qui est fait sur la facture et sur le logiciel. Donc, on a sur le logiciel déjà des données et derrière, on a des données au niveau de la facture. Ce qui a été compliqué et long à faire, ça a été de faire le rapprochement des deux par les collaborateurs. Cette partie-là a été totalement automatisée. Et aujourd'hui, on a des automates intelligents qui font le travail et qui vont aller ressortir les informations auprès des collaborateurs. Je parlerai des résultats après. Je vous demanderai juste de vous concentrer sur le petit schéma que j'ai fait. Alors, je l'ai vraiment simplifié. Hein, je ne suis pas rentré vraiment dans tous les détails. Mais le processus commence par récupérer la facture, récupérer des données sur le logiciel Basware. Et là, on va faire l'utilisation de l'OCR. D'accord ? Donc, on va aller utiliser cette technologie pour aller récupérer les données sur la facture. On va aller rapprocher ces données-là. D'accord ? Et là, l'humain est toujours dans la boucle, hein, c'est ça qui est important à savoir, c'est qu'il va vérifier ces données-là, mais vraiment de manière très visuelle, sans faire vraiment une action, sauf si il repère une erreur. Là, à ce moment-là, il va reprendre son processus manuel, mais le travail du collaborateur, c'est d'aller faire de la vérification.
Dès que c'est terminé, il va appuyer sur un petit bouton valider, par exemple, et là, le processus continue du côté automatisation et va intégrer ces informations-là qui ont été validées dans le système d'information de l'entreprise. D'accord ? Ça, c'est un cas d'usage qui est très fréquent, sur lesquels on n'a pas forcément une grosse visibilité, et c'est parfois des gros irritants pour les entreprises, les commerçants, où finalement, on a de la facturation à faire, on a une trésorerie à gérer, on a énormément de comptabilité. Ce sont des tâches qui sont assez répétitives, routinières, et qui sont sensibles à l'erreur. Côté résultat, on a pu économiser 3 personnes à faire ce travail-là de manière constante. Donc, la moitié de l'équipe s'est reconcentrée à faire autre chose, des choses plus intéressantes, et qui vont aller de la vérification au contrôle, qui sont vraiment, comme je disais, leur cœur de métier. L'avantage, c'est qu'il n'y a maintenant aujourd'hui aucune anomalie de paiement par rapport à ces factures-là. Le processus a été industrialisé, ça veut dire qu'il y a de la documentation aujourd'hui pour ce processus-là. Et bien évidemment, on a un meilleur niveau d'information dans les différents services, parce que tous les services sont reliés à la comptabilité pour savoir quels sont les engagements qu'on peut avoir ou les achats qu'on peut effectuer en actif ou en passif dans l'entreprise. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est une automatisation d'un processus de rapprochement bancaire. Alors, ça va concerner beaucoup d'entre vous qui sont commerçants ou qui ont plusieurs boutiques ou d'unités commerciales. La grosse problématique de ce grand retailer, c'est une grosse entreprise qui a des boutiques de vêtements pour enfants et bébés et des boutiques de jouets pour les enfants. Donc, la problématique qu'on a pu qui a été remontée par le client, c'est qu'il y avait énormément de retard de traitement de ce rapprochement bancaire. Alors, le rapprochement bancaire, qu'est-ce que c'est? On a d'un côté les magasins et d'un autre la banque. On a les magasins qui encaissent avec des cartes bleues, des chèques de paiement ou des espèces, et on a la banque d'un autre côté. Ils avaient un logiciel pour rapprocher ces données-là, et à chaque fois qu'il y avait un paiement est égal à une ligne comptable. Ce qui veut dire qu'on devait faire le rapprochement entre la ligne comptable à la banque et la ligne comptable du magasin qui avait encaissé l'argent. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de lignes comptables qu'il y avait à vérifier. Et puis, surtout, il y a des personnes qui vont aller payer une partie en carte bleue, une partie en espèces, une partie en chèque, ou d'autres personnes qui vont faire un paiement avec des cartes cadeaux, par exemple, qui sont aussi fournies par l'entreprise. Donc, ça a été vraiment un gros challenge. Pourquoi? Parce qu'il a fallu trouver une solution à ce problème-là. Les autres problèmes aussi qui arrivaient, c'est qu'il y avait un écart qui était incompris entre la boutique, donc le magasin, et la banque. Donc, il y avait certains paiements où on ne comprenait pas pourquoi il y avait des écarts, pourquoi ce n'était pas forcément la même date. Donc, on a mis vraiment le processus à plat pour essayer de comprendre. Forcément, les bilans comptables derrière est non conforme, donc on a forcément des gros écarts, donc des erreurs, comme je le disais, en cascade. Et le problème, c'est qu'on concentrait des équipes, on recrutait des personnes de manière temporaire pour aller faire ces vérifications, ces ajustements, ces modifications. Donc très compliqué pour l'entreprise, qui a des retards, qui a une comptabilité qui n'est pas forcément au point, et en plus de ça, qui va aussi aller investir pour ramener des forces vives pour récupérer les erreurs qui ont été commises, ou plutôt la problématique qui n'a pas été réglée. Pourquoi automatiser? L'idée, c'était toujours de libérer bien évidemment les collaborateurs et puis éviter de les solliciter tous ensemble à des moments pics, comme les fins d'année pour les bilans. Éviter bien sûr une perte de chiffre d'affaires, parce que de l'argent qui disparaît ou des lignes qui disparaissent au niveau de la comptabilité, c'est de l'argent qui n'est pas dans l'entreprise, en tout cas dans le compte de l'entreprise. Le principal, c'est d'avoir une vraie vision de sa trésorerie et des encaissements. Si on ne voit pas ce qui rentre et ce qui sort de l'entreprise, on a vraiment peu de chances de pouvoir se projeter sur des projets, sur des achats, sur des rénovations ou sur toute autre action qui pourrait aller faire fructifier le chiffre d'affaires. Gagner en productivité aussi, c'est une des principales raisons ou objectifs de cette automatisation pour pouvoir vraiment laisser l'entreprise autonome et claire dans ses comptes. L'impact, on a focalisé du coup les équipes finalement à de la vérification et du contrôle.
On a industrialisé un processus qui était trop sensible à l'erreur. Forcément, il y a des chiffres, il y a de l'argent, donc ça peut coûter de l'argent encore de rectifier une erreur. Et finalement, les collaborateurs sont vraiment plus proches de leur cœur de métier, hein. Ils vont aller vraiment faire un travail de comptable, d'expert comptable. On va vérifier des comptes, on va aller rapprocher des tableaux qui ont été édités. Voilà, c'est un vrai travail de comptable au lieu d'aller faire du copier-coller ou aller faire de la recherche sur 2 tableaux différents. On a d'un côté la banque et on a d'un côté les différentes boutiques. Je vous parle encore des données du modèle. Alors, les données entrantes venaient de la banque, forcément, et les autres données venaient des unités commerciales, donc des boutiques ou des magasins. Donc, on avait ces 2 données-là et on devait forcément les faire matcher, donc les rapprocher pour savoir si ça fonctionnait. Il y a eu l'utilisation de la RPA, donc la Robotic Process Automation, c'est l'automatisation du processus de bout en bout. Il y a eu forcément de l'intelligence artificielle, du machine learning et des règles de regex. D'accord ? Sur le petit schéma sur votre droite, je vais essayer de vous expliquer un petit peu et je ne rentrerai pas vraiment trop dans les détails techniques, mais s'il y a des questions, bien sûr, et si on a le temps, je pourrai y répondre. Alors, que fait le processus? On va d'abord aller récupérer les données dans les tableaux, donc le fameux tableau banque et le fameux tableau unité commerciale boutique. On va rapprocher ces données-là selon des règles métiers qui sont données par les propriétaires des processus, donc les collaborateurs de l'entreprise vers laquelle il y avait cette problématique. Il y a une transmission des résultats au service. Donc là encore, on a rapproché les données avec des règles, avec du regex et des règles RPA, et on a transmis ça à des collaborateurs, donc à un service qui va encore faire son vrai travail de vérification, de contrôle. Donc là encore, on a des rapports qui sont édités, et là, c'est de la vérification au niveau de ces rapports-là sur du Excel ou sur d'autres outils comptables dont dispose l'entreprise. Bien évidemment, le travail qui est fait avant, ce rapprochement, ces règles métiers, on va l'intégrer à une intelligence artificielle en faisant du machine learning. Donc, on va lui apprendre finalement à détecter que tel paiement est un paiement en carte cadeau, tel paiement est un paiement en carte bleue. En additionnant les deux, en ayant le même ordre de paiement, on va aller le faire matcher avec telle ligne comptable à la banque, hein, d'accord ? Donc, on l'apprenait finalement au fur et à mesure de l'utilisation de ce processus, les différents moyens de paiement, la manière dont paient les clients et comment ils payent leurs achats dans les boutiques. Ça veut dire qu'il y avait différentes combinaisons et il fallait finalement tous les apprendre, ou en tout cas les faire apprendre à cette intelligence-là pour qu'on puisse avoir une certitude et un rapprochement optimal. D'accord ? Après avoir mis tout ça un petit peu dans la tête de notre machine, de notre intelligence artificielle, on va valider des résultats juste après. Donc, on va aller confirmer les résultats, valider tout ça sur les applications qui vont bien. Il faut savoir une chose, c'est que au début, on a une intelligence qui est totalement vierge, hein, qui est, si vous voulez, dénuée vraiment de réflexion et de sens. Et c'est en utilisant ce processus qu'on va l'enrichir au fur et à mesure. Et c'est en enregistrant les différentes combinaisons de paiement qu'on peut arriver à des résultats optimaux. Je finis juste sur les résultats. On a finalement économisé 5 ETP, donc 5 personnes qui vraiment passaient du temps à faire que du copier-coller ou du rapprochement entre deux lignes. Finalement, grâce à l'automatisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle sur ce processus, on n'a eu aucune erreur de rapprochement, encore à l'heure actuelle. On a un système de signalement, donc dès qu'on va détecter qu'une ligne n'est pas bonne ou qu'il y a un paiement qui est différent, on va renvoyer directement un premier mail 1 à la banque pour le signaler, 2 à l'unité commerciale qui a encaissé, 3 les services comptables et aussi informés de cette anomalie-là. D'accord ? Et bien évidemment, toujours, c'est valoriser le collaborateur dans son travail. Aujourd'hui, on a beaucoup de tâches routinières, on a beaucoup de choses qui sont répétitives. L'idée, c'est de les libérer et puis les concentrer réellement sur des tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. J'espère que pour vous, en tout cas, ça a été clair pour ces cas d'usage. J'espère qu'on aura le temps, Antoine, de recevoir peut-être des questions et essayer d'y répondre de la plus belle des manières. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Ahmed. C'était très clair, c'est très inspirant. Je vous invite à poser vos questions dans le chat, car en termes de timing, on sera très juste.
Et pour ne pas perdre de temps, je passe la parole à Virginie Van den Bulk, qui a débuté sa carrière professionnelle à l'UCL, où elle a occupé le poste de doctorante en management et en économie. Et ses recherches se focalisent sur les systèmes de recommandation. Elle est aujourd'hui chercheuse senior à l'Institut Numédiar, Lysia Lab de Lumons, et est assistante à l'Université Paris-Est Créteil. Virginie, je te laisse la parole. Ok, je pensais que j'avais déjà partagé mes slides, je recommence. Voilà, Super, merci. hop. Très bien, j'espère qu'avec la caméra, ça ira aussi. Bonjour à tous, donc je m'appelle, comme Antoine l'a dit, je m'appelle Virginie Van den Bulk, je suis chercheure senior à Lumons, à l'Institut Numédiar depuis 3 ans. Je donne également cours à l'UC Louvain et à l'UPEC, à l'Université de Paris-Est Créteil. Alors aujourd'hui, j'ai 15 minutes maximum pour vous présenter une partie de mes recherches et ceci, c'est vraiment mon challenge car je pourrais vous parler de mes recherches pendant des heures. Avant de commencer, je voudrais quand même remercier tout particulièrement le professeur Benoît Mac et Monsieur Hublet de m'avoir invité. Et j'en profite également pour remercier Lumons et mon président d'institut Thierry Dutoit de me permettre chaque jour de m'épanouir dans mon boulot passionnant qu'est la recherche. Alors, je vais vous présenter une partie de mes recherches et plus spécifiquement celle qui découle de ma thèse qui s'intéresse au système de recommandation collaboratif personnalisé avec l'application de ces modèles dans le domaine de la grande distribution. Je vais commencer tout de suite avec, oh, la slide ne passe pas, si, avec un exemple concret qui est Spotify. Dans la vie de tous les jours, mais le consommateur, pour faire des choix, fait appel aux conseils et aux recommandations de ses pairs. Par exemple, s'il souhaite écouter de la musique, il peut demander l'avis des membres de sa famille ou de ses amis, car il fait face à une panoplie de musique disponible. Il a une quantité d'alternatives qui s'offrent à lui. Les systèmes de recommandation vont vraiment opérer comme ce processus social. Ils vont lui recommander des musiques qui semblent le mieux correspondre à ses attentes. Et sur la toile, ces systèmes sont fortement répandus. Par exemple, le service de streaming musical Spotify qui propose une playlist prénommée Discovery Weekly. Celle-ci offre chaque lundi aux utilisateurs une liste de 30 chansons faites sur mesure pour chacun. Donc, j'en viens à la définition du système de recommandation. Un système de recommandation, il peut être défini comme un système de filtrage de l'information qui prédit vraiment la préférence qu'un utilisateur donnerait à un article, l'article qu'on lui prédit, qu'il n'a pas encore acheté ou même envisagé d'acheter, mais qui est susceptible de l'intéresser. Alors, si nous revenons à notre exemple de Spotify, le site utilise en fait 2 types de systèmes de recommandation, les systèmes collaboratifs et content-based, pour recommander aux utilisateurs de nouveaux artistes ou de nouveaux styles de musique encore inconnus de celui-ci. Les recommandations de Spotify découlent entre autres du système collaboratif. Un système collaboratif se base vraiment sur les goûts des utilisateurs. Par exemple, si Pierre et Paul ont écouté les 3 mêmes chansons, on peut en déduire qu'ils ont des goûts similaires. Ainsi, si Pierre écoute une autre chanson, l'algorithme suppose qu'elle pourrait aussi intéresser Paul. Et ainsi, Spotify va recommander celle-ci à Paul. Alors, Spotify va aussi utiliser des méthodes content-based. Ce sont des méthodes qui se nourrissent, des filtrages qui se nourrissent des contenus et non des comportements d'autres utilisateurs. Donc, on va regarder ce que la personne a déjà écouté, vu, lu, acheté. Et donc, globalement, on peut considérer que Spotify utilise un modèle hybride. En effet, il va tirer avantage des 2 autres méthodes pour créer un modèle hybride contenant les 2 méthodes. Alors, dans mes recherches spécifiquement, je me suis vraiment intéressée au modèle collaboratif qui va utiliser les goûts des utilisateurs considérés comme proches en termes de préférence. Et donc, vous verrez que je vais calculer des similarités avec ces utilisateurs. Alors, pour des raisons de temporalité et d'opérationnalité, c'est essentiellement en ligne qu'on trouve les systèmes de recommandation sur des sites tels que Netflix pour les films, TripAdvisor pour les hôtels et restaurants, et Amazon au départ pour les livres, et maintenant on peut même trouver des cosmétiques. Moi, je m'intéresse particulièrement aux recommandations personnalisées. Donc, vous voyez là le message d'Amazon. Les clients ayant acheté cet article ont également acheté d'autres articles. Mais finalement, on pourrait se poser la question de l'utilité de ces recommandations.
Alors, d'une part, pour le consommateur, durant son processus d'achat, le consommateur va faire face à une multitude de références de produits, parmi lesquels il peut faire son choix, mais dont il ne pourra évaluer toutes les alternatives. On ne sait pas acheter tous les produits avant de choisir. Les systèmes de recommandation peuvent donc lui permettre de gagner du temps et de mettre en évidence les produits les plus pertinents. D'autre part, pour l'entreprise, elle peut également tirer profit de ces systèmes, par exemple en améliorant sa relation client grâce à la personnalisation des offres. En effet, dans la littérature, on trouve par exemple Kumar qui rappelle qu'il est plus pertinent pour l'entreprise de vouloir conserver les clients déjà acquis, ceux qui sont fidèles, que de mettre en place des stratégies coûteuses pour acquérir de nouveaux clients. Donc, une stratégie de personnalisation peut améliorer les relations entre les clients et l'entreprise, et cela est en lien, par exemple, avec les théories du Customer Relationship Management. Alors, l'entreprise pourra proposer alors à ses clients différentes sortes de personnalisation. Alors, soit on a la personnalisation des produits et des services eux-mêmes, on peut appeler ça parfois la customisation, soit celle des services associés aux produits, soit la personnalisation de la communication autour des produits et des services. Comme ici, on voit un grand distributeur belge qui met donc sélectionné pour vous. Et mes recherches se centrent spécifiquement sur ce troisième type de personnalisation, sur la communication et plus spécifiquement sur les suggestions que l'entreprise peut faire aux clients. Voilà. Alors, spécifiquement, je me suis intéressée au secteur de la grande distribution, dans lequel la communication personnalisée m'a semblé pouvoir avoir un rôle bénéfique, par exemple, dans une optique d'achat plus pertinent et réfléchi. Cette dernière thématique d'achat plus réfléchi et pertinent, des achats qui correspondent mieux aux besoins du consommateur, me tient particulièrement à cœur et résonne aussi, je pense, avec l'actualité qui nous montre une hausse considérable des prix dans le secteur de la grande distribution et les difficultés financières qui en découlent pour certains consommateurs. Donc, un des buts pourrait être vraiment de mieux acheter, d'acheter des produits plus pertinents qui correspondent mieux à ce qu'on a besoin parce qu'ils nous sont recommandés et qui correspondent mieux à nos besoins. Alors, ce secteur, vous allez me dire, il n'est pas en ligne, il n'est pas sur Internet. Elle nous parle pendant toute l'introduction de Spotify, de Netflix et de TripAdvisor. Effectivement, c'est un secteur qui se distingue des produits recommandés sur la toile, puisque les produits vendus en grande surface sont souvent achetés en multiples exemplaires. Ce n'est pas le cas des livres ou des films que vous allez acheter une fois pour le lire ou le voir une seule fois. Sur Internet, les biens peuvent être évalués par l'utilisateur. Ceux-ci peuvent par exemple donner un rating à une chanson et cette pratique est quand même peu courante quand vous sortez de votre enseigne de grande distribution. Vous n'allez pas mettre de rating sur les biens de grande distribution. On va donc utiliser l'observation d'achat des produits. Les systèmes de fidélité qui sont courants dans la grande distribution et qui permettent d'ailleurs la récolte de l'historique d'achat du client de façon implicite. Et dans la grande distribution, nous avons aussi toute cette vue transcatégorie puisque vous allez traverser les catégories. Vous n'allez pas rester uniquement par exemple sur les films comme Netflix, mais vous allez pouvoir faire des achats dans de multiples catégories durant le shopping trip du consommateur. Enfin, les achats sont régulièrement réalisés offline, même si durant la Covid, on a pu voir que des gens achetaient en ligne leurs achats de biens de grande consommation. L'expérience shopping du consommateur sur place, offline, reste privilégiée car il veut par exemple pouvoir voir ce qu'il achète ou toucher ce qu'il achète avant de faire ses achats et également vivre cette expérience d'aller au magasin physiquement. Alors, l'objectif de notre recherche va donc être vraiment d'investiguer l'impact que peuvent avoir des recommandations collaboratives, donc on s'intéresse aux gens qui sont proches de la personne étudiée, personnalisées, des recommandations qui seront personnalisées, pas juste des conseils, on va voir donc l'impact de ces recommandations sur le comportement du consommateur, et ce, dans la grande distribution. Alors, cette problématique, elle couvre deux sous-questions de recherche que j'ai sélectionnées. Il y en avait plus, c'est une petite partie de ma thèse. Premièrement, on s'est posé la question de savoir si ces recommandations collaboratives personnalisées
sont-elles plus efficaces que les recommandations non collaboratives et non personnalisées, qu'on a appelées des recommandations random aléatoires? Alors, par efficacité, on a voulu tester si les recommandations personnalisées mènent à plus d'achats par le consommateur, si elles mènent à plus de visites de l'enseigne, si elles mènent à plus d'achats dans la catégorie de produits. Donc, est-ce que quand on va faire une recommandation dans une catégorie de produits, après on va voir que le consommateur s'intéresse à toute cette catégorie, et si ces recommandations collaboratives personnalisées ont une influence positive sur certains éléments du capital marque. Alors, le capital marque, c'est donc par exemple la fidélité ou l'image de marque. La deuxième sous-question que j'ai sélectionnée aujourd'hui pour un peu vous expliquer mon processus de recherche, c'est de savoir s'il y a une efficacité de ces recommandations qui est démontrée par notre expérimentation, vous verrez. Est-ce que cette efficacité est vraiment due aux produits recommandés, au système qu'on va mettre en place et donc aux algorithmes qui sont derrière? Ou est-ce que ça va être la mise en évidence du fait qu'on personnalise la communication qui sera l'important pour le client? Donc en fait, comment est-ce que les produits sont mis en évidence? Par le message. Et donc nous voulons tester s'il y a un effet message, si le message est personnalisé et collaboratif, est-ce qu'il est plus important que les recommandations elles-mêmes? Alors, pour tester les hypothèses, nous avons mis en place une expérimentation. Les données ont été collectées grâce à une collaboration avec un grand distributeur belge. Et nous avons réalisé 4 groupes expérimentaux qui recevaient des recommandations. Alors, par exemple, le groupe 1, il recevait des recommandations collaboratives personnalisées et un message collaboratif personnalisé, tandis que pour le groupe 4, c'était l'inverse. Donc, le style de message qui était possible, il y avait... Oh, pardon. Voilà. Il y avait donc de messages vraiment choisis pour vous. Ces produits ont été achetés par des clients aux achats similaires aux vôtres. Et puis le message un peu plus neutre, produit de la semaine, où on ne donnait pas d'indication sur le fait que c'était personnalisé. Alors, revenons maintenant aux recommandations personnalisées basées donc sur des algorithmes et du data mining. Pour créer des recommandations sur base d'algorithmes, une matrice de départ doit être définie. Ici, elle est assez simple. Par exemple, elle peut contenir en ligne des utilisateurs, des clients et en colonne, par exemple ici, des items ou des sous-segments. On ne va pas utiliser dans notre recherche directement les produits de notre grand distributeur, mais des sous-segments, donc des catégories de produits. Pour le calcul, nous avons utilisé une méthode assez simple du cosinus qui nous permet donc de calculer des similarités entre deux sous-segments. Ensuite, cela va être utilisé pour calculer une fonction d'utilité. Je vous propose, si vous avez des questions là-dessus, de vraiment me recontacter par la suite. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, je sais que le temps est précieux. Alors, j'en viens donc maintenant aux conclusions. N'ayez pas peur de ce schéma. Donc, comme nous l'avons vu, les systèmes de recommandation fonctionnent sur le même principe que le processus social de recommandation de musique à ses amis, par exemple. Alors, dans les effets principaux que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup plus mis en évidence, il y a tout d'abord que le message personnalisé va jouer un rôle sur les quantités achetées du produit, sur les visites et sur les achats dans les catégories de produits. Le message qu'on va donner aux gens va donc sembler avoir un rôle plus fort que vraiment l'effet produit. Ce message donne aux consommateurs l'impression de se sentir unique pour l'enseigne, donc les produits spécifiquement choisis pour lui, et qu'on se base aussi sur des clients qui sont proches de lui, ses plus proches voisins, on va dire, donc avec les similarités. C'est donc aussi 2 concepts un peu paradoxaux qui se rejoignent, l'envie d'être unique, mais en lien avec les autres. Alors, sur cet effet justement message, on peut aussi voir qu'il y a une théorie en marketing qui s'appelle la théorie de l'effet signal, qui résonne ici avec nos résultats. Celle-ci met en avant que le signal, par exemple l'indicateur d'une promotion, peut être plus important que le contenu lui-même de l'information. Donc, peu importe, par exemple, la réduction qu'on va donner au client, le fait qu'il ait l'information qu'il y a une réduction va avoir un effet plus fort que le contenu lui-même de cette information. Le slogan aurait donc une grande importance et peut-être une plus grande importance que l'implémentation d'un modèle compliqué de recommandation, en tout cas dans ce secteur.
Nous voyons aussi que l'effet produit sur les quantités achetées est renforcé quand le client est impliqué dans la catégorie de produits. Alors ici, je n'ai pas eu le temps justement de vous parler d'implication dans la catégorie, mais on voit que les gens qui sont plus impliqués dans la catégorie de produits vont acheter plus. Et donc, managérialement, on pourrait cibler des clients fortement impliqués dans certaines catégories de produits pour leur envoyer des recommandations. Voilà. Il y a aussi un extra test, le numéro 12 tout en bas, là, le numéro 11, pardon, le sentiment de faire partie d'une communauté. On voit aussi que l'effet message est accentué quand la personne se sent faire partie d'une communauté de clients. Cet aspect donc collaboratif, l'utilisation des clients au goût similaire, est un aspect particulièrement mis en évidence dans notre recherche. C'est aussi un aspect charnière entre le domaine du data mining et du marketing et l'importance des groupes sociaux, des communautés, tout ce qui fait aussi rapport au bouche à oreille qui peut être positif pour l'enseigne. Donc ça, c'est les grandes conclusions. Il y en avait vraiment beaucoup d'autres. Vous voyez que j'avais fait beaucoup de petits tests. Dernière slide pour, je préviens Antoine, comme ça j'espère que j'aurai tenu le timing. Alors, ça va. Il y a également quelques limites que je voulais mettre en évidence dans mon travail qui me paraissent assez importantes. C'est qu'on a travaillé sur un environnement très très particulier qui est la grande distribution. On s'est aussi posé la question de la différence de temps entre le stimulus, l'envoi donc du slogan personnalisé et l'achat. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire qu'en magasin, on pourrait travailler sur les systèmes de self-scanning, par exemple, ou des annonces qu'on pourrait recevoir de publicité sur son mobile en magasin durant le shopping trip de la personne. On pourrait bien sûr penser à faire une réplication de cette grosse expérimentation qui a été faite quand même sur 20 semaines pour essayer de diminuer les effets comme les effets d'apprentissage ou les effets de saison. L'échantillon est donc uniquement sur un grand distributeur actuellement, mais des collaborations avec d'autres, si elles sont possibles, je suis ouverte à toutes sortes de collaborations. Je voulais aussi dire que, bien sûr, les problèmes de vie privée, d'éthique, de transparence dans les systèmes, il faut savoir que de nombreuses personnes étaient très étonnées qu'on récolte leurs données avec leur carte de fidélité. Et donc, toute cette idée de vie privée, d'avoir beaucoup d'éthique et de transparence sur ce qu'on fait avec les données est très important également dans ma recherche, mais je n'ai pas le temps de vous donner plus d'explications là-dessus. Et puis, l'idée ici que aussi c'est une étude avec des grandes bases de données, c'est une étude quantitative et qu'on pourrait bien sûr s'intéresser à une étude qualitative pour mieux comprendre les effets psychologiques qui se cachent sous les effets montrés. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre écoute et n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup Virginie. Très intéressant et voilà, on a atteint, désolé pour le timing un peu serré, malheureusement on ne pourra pas répondre aux questions et réponses. Malgré tout, je vous partage dans le chat des éléments qui peuvent vous aider, donc que ce soit des aides pour les commerçants pour travailler votre e-commerce. On est plus sur le b.a.-ba, on va dire, des aides pour digitaliser les commerces. Des aides aussi qui sont dédiées à l'IA pour les entreprises avec un programme StartIA qui est financé à 70% et qui vous permet de découvrir des aides, de découvrir tout simplement les opportunités de l'intelligence artificielle pour votre entreprise. On a également tout ce qui est recherche et je partage ici le lien du site de Trail qui rassemble les universités et centres de recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec Trail ou avec Virginie directement si ces recherches sont en lien avec des besoins de votre entreprise, mais aussi je vous partage aussi le lien de la WEX pour tout ce qui est solution d'import-export. Merci à toutes et à tous.